Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé entre Sarah Knafo et Monsieur Dupond-Moretti. Alors, on y va tout de suite. Alors, il paraît que vous avez quelque chose à me dire. Et j'ai tout de suite accepté parce que je vois pas de meilleure personne avec qui parler d'insécurité. Je pense que pour beaucoup de nos concitoyens, vous représentez l'insécurité. Vous avez été pendant près de 4 ans leur ministre du laxisme, leur ministre de l'insécurité. À peine arrivé place Vendôme, la première des phrases dont je me souviens, c'était cette phrase sur le sentiment d'insécurité. Quand on connaît la suite de l'actualité française, ce qui s'est déroulé pendant les 4 ans que vous avez passé place Vendôme, c'est vrai que cette phrase résonne tragiquement. Là, elle attaque fort, direct, un petit coup dans les dents. Et on va voir avec quoi elle enchaîne, mais vous allez voir, elle est tout d'un coup, on sent qu'elle veut quand même que le débat, qu'il y ait un débat. Mais moi, je m'en étonne quand même, parce que je dois vous avouer, Monsieur Dupond-Moretti, que depuis toute jeune, j'avais beaucoup d'admiration pour vous. Je croyais que c'était un bon choix. Vous aviez pendant 4 ans les mains libres, donc vous aviez la capacité d'agir, de faire des lois, de proposer des... Elle a raison. Elle a raison. Personne était mieux placé que lui pour essayer d'agir. Alors oui, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais quand même, il était bien placé pour agir. Bon, je vois que vous êtes arrivé ici avec des EDL que vous avez potassés. Là, il fait comme si elle avait prévu son coup, que tout était calculé. Bien évidemment, elle a travaillé. Elle va dire que non, mais forcément, elle a travaillé. Mais lui appuie directement là-dessus. C'est une manière un petit peu de décrédibiliser son discours en la faisant passer pour quelqu'un de calculateur, manipulateur. Vous l'entendrez encore longtemps. Sans doute, mais je vais quand même vous répondre. Et puis là, on n'est pas au 2e tour de l'élection présidentielle. On échange. Mais je vais remettre les pendules à l'heure si vous m'y autorisez. J'ai dit d'abord qu'il y avait de l'insécurité. Vous avez vu, il a été gentil. Il a utilisé un ton où il a dit « Je vais essayer de vous convaincre ». Et derrière, il lui dit « Je vais remettre les pendules à l'heure ». Ce qui est du coup un ton bien plus agressif. Et ça a pour but un petit peu de déstabiliser. Notamment alimenté par les chaînes d'information continue ou d'opinion. Quand vous êtes ministre de la Justice, vous êtes aussi ministre des détenus, ce que j'ai essayé de dire à moult reprises, mais vous n'aviez strictement aucune envie de m'entendre. Je vous ai entendu. S'agissant, madame, de l'antiracisme, pourquoi vous liez cela avec l'insécurité? Pensez pas que c'est bien de dire que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, veillera à ce que le racisme ne se développe pas? Je vous parle en tant que citoyenne. Un peu comme je vous parle en tant que jeune femme qui a grandi en Seine-Saint-Denis. Oui. Moi, si vous voulez, je suis une jeune femme modérée. J'ai compris. Mais qui je voudrais quand même pouvoir vous répondre. Je vais finir ma phrase et ensuite, bien sûr, que je vous écouterai comme je vous ai écouté et comme je connaissais vos phrases aussi. Je ne vous parle pas en tant que politique. Ce que je vous dis, ce n'est ni de droite, ni encore moins d'extrême droite. Ce n'est ni de droite, ni de gauche d'ailleurs. Que ces victimes méritent qu'on parle d'elles. C'est pas anxiogène de parler d'elles. Ce qui est anxiogène... Madame, non mais ok, si c'est un monologue, pourquoi j'ai été, non pas applaudi par les détenus, en fait, ils tambourinaient sur la porte de leur cellule. Parce que, madame, ils saluaient davantage l'ancien avocat que j'étais que le nouveau ministre de la Justice. Oui, en fait, il est surtout connu pour avoir défendu des coupables. Et des coupables dans des affaires très graves. Qu'il a réussi à faire innocenter, alors que quand on regarde toute l'affaire, c'est difficile ça a dû être difficile pour les victimes de se dire que la personne n'était pas coupable. Aujourd'hui, les commissariats ne sont pas pleins de Français d'origine immigrée qui viennent se plaindre qu'ils ont été agressés. Ça n'est pas vrai. Ça, ce serait un mensonge. Ça existe aussi, madame. Que ça existe aussi, n'en fait pas la majorité. Si 99% des commissariats sont pleins d'autres infractions que des crimes racistes, à mon sens, dire que le ministère de la Justice doit être le ministère de l'antiracisme est un contresens. Vous n'avez pas fait le travail pour lequel vous aviez été nommé. Vous faites ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire, vous balancez un certain nombre de chiffres qui sont invérifiables. Vous faites ça dans invérifiable, c'est votre ministère qui le sort. Pardonnez-moi. Non. D'abord, est-ce que vous savez, puisque vous êtes une grande amatrice de chiffres, quel était le taux d'homicide volontaire dans les années 94 et ce qu'il est aujourd'hui? Voilà. Donc, moi, je suis allé chercher un petit peu, voir ce qu'on pouvait trouver sur ce genre de résultats. Les années 80 sont caractérisées par un niveau élevé de criminalité mortelle, mais les données spécifiques aux armes blanches font défaut. On dénombrait entre 1200 et 1800 homicides par an durant ces décennies.
soit environ 5 par jour. Ensuite, on comptait 900 homicides en 2000. Parallèlement, les violences non létales ont commencé à augmenter. Le total combiné d'homicides plus tentatives d'homicide enregistré a ainsi augmenté d'environ 91% entre 2000 et 2020. Donc, il nous dit qu'il y a beaucoup moins d'homicides. Si on prend les homicides et les tentatives d'homicide, parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas les homicides, c'est les tentatives en fait. Que des gens aient pu s'en sortir, c'est une bonne nouvelle, c'est incroyable. Et tant mieux pour ces personnes. Heureusement que le plus souvent ça rate, mais on s'en fiche en fait de compter les homicides. Le plus important, ce sont les tentatives. Et là, entre 2000 et 2020, 91%, donc en gros c'est x2, hein, de 2338 à 4472, hein, ça ferait 4676, hein, et là on est à 4472, donc 80%, donc on est vraiment très très proche. Les années 2010 marquent un nouveau record d'agression au poteau. Vous comprendrez que je dis poteau et pas l'autre mot parce que YouTube saoule sinon. D'après une étude de l'ONDRP, basée sur les enquêtes de victimisation INSEE, le nombre de victimes d'agression à l'arme blanche atteignait environ 44 000 par an sur la période de 2015-2017. 44 000. 44 000, c'est une très grande ville. Cela représente grosso modo 120 victimes par jour en moyenne. Et ce chiffre, on l'a entendu assez souvent répété justement par les médias plutôt à droite. Sur l'ensemble des années 2010, on peut estimer autour de 400 à 450 000 agressions commises avec une arme blanche durant la même décennie. Vous vous rendez compte qu'en 10 ans, on a eu en gros 430 000 agressions à l'arme blanche. 430 000. C'est un chiffre de débile, mais de débile. Énorme, 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 énorme. Les agressions au couteau dominent désormais les statistiques. Elles constituent la forme de violence la plus fréquente dans l'espace public. 37% des violences physiques. Les agressions avec objet contondant, 34%. Les autres types d'armes, matraque, gaz, 20%. Et les armes à feu, 9%. Donc, quand vous vous faites agresser et que la personne a une arme, c'est en gros soit un poteau, soit une arme contondante. Deux types d'objets qui font que, au bout, le résultat, il a de grandes chances d'être très très grave et voire fatal. Par exemple, les tentatives d'homicide, souvent commises avec des armes blanches, ont grimpé de 78% entre 2016 et 2023. Avec ces chiffres-là, où il essaye d'arnaquer tout le monde, quand on voit ça, c'est énorme. Énorme, atteignant plus de 4000 tentatives en 2023. Le nombre total de violences volontaires enregistrées par la police a d'ailleurs atteint un record de 384 000 faits en 2023. Vous vous rendez compte ? Le fameux sentiment d'insécurité, même s'il essaye de nous faire croire que c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Ouais. En résumé, entre 1980 et 2020, la France est passée d'une situation avec moins d'une cinquantaine d'attaques à l'arme blanche par jour, estimation pour les années 80, à une situation où l'on recense plus d'une centaine d'agressions au couteau par jour, 120 on avait vu, dans les années 2010-2020. Cette évolution traduit une baisse des homicides par arme blanche, grâce à un meilleur secours et à une moindre létalité des agressions. En gros, voilà pourquoi son chiffre à lui, il est si bas. C'est parce que les secours qui se déplacent, qui arrivent sur place, ont été formés en fait à toutes ces agressions, donc le taux de mortalité a baissé. Les hôpitaux dans lesquels ils sont amenés, eux aussi ont été bien plus formés du fait du nombre d'agressions à mieux soigner ces personnes qui sont victimes. Et donc, le chiffre a baissé. Rien à voir avec son histoire de « grâce à moi, blablabli, blablabla », ce qu'il essaye de nous faire croire
à demi-mot dans ses paroles en fait. Ensuite, mais une forte hausse des blessures volontaires commises avec ce type d'arme. Les sources officielles INSEE, ministère de l'Intérieur confirment la progression constante des violences et la place prépondérante occupée aujourd'hui par les armes blanches dans les agressions physiques. C'est pour ça que ils nous ont sorti leur loi à l'Opinel là et blablabli et blablabla. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de mettre la petite cloche, de vous abonner et de commenter et partager si vous pensez que tout ceci pourrait intéresser d'autres personnes. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.